La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Chers auditeurs, maintenant, vous suivez Café Philo chez téléspectateurs. Et comme d'habitude, nous allons, pour commencer, entonner l'hymne national de la République d'Haïti, la Dessalinienne. On se met debout, s'il vous plaît. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rencontres de terre, du sol, soyons un maître, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci. Tout de suite après, écoutons avec attention la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara,
entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Cette belle chanson de Julio César Barbosa, nous poursuivons avec une projection audiovisuelle, un extrait du Café Philo avec Patrice Dalancourt. Bonsoir, suivons avec notre Café Philo, cette énième édition des Madis de la philosophie. Aujourd'hui, nous accueillons un philosophe, l'un des Haïtiens philosophes, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit sur la philosophie, mais qui n'enseigne pas la philosophie comme Patrice Dalancourt. Et M. Mésilas a étudié en Amérique latine, il fait un doctorat en études Amérique latine, et j'ai découvert l'un des ouvrages de Mésilas, Qu'est-ce que philosopher en Haïti? Un autre concept du vaudou. Jusqu'à présent, la pensée haïtienne sur l'identité haïtienne, sur l'ipséité de l'être haïtien, ou bien la possibilité d'une haïtianité, eh bien, avant Mésilas, on réfléchissait sur, justement, Louis Maximilien, sur le rite rada du vaudou, c'est-à-dire les pratiques du vaudou. Avec Lainé Cubon, on réfléchit sur les entités, la contribution qu'apporte le vaudou dans notre façon d'habiter Haïti. Mais avec Mésilas, le vaudou est devenu un concept. Avec Mésilas, le vaudou est devenu un concept et sa réflexion nous mène à une particularité qu'on n'a presque jamais trouvée. Sa propre concept à lui, après avoir passé en revue les théories sur la question, il est advenu avec sa cosmogonie de la libération. Il y a philosophie de la libération, théorie de la libération. Dans ce livre, Mésilas, justement, nous invite à réfléchir sur Haïti, mais pas sans le vaudou. Le vaudou en tant que support de notre réflexion contre l'esclavagisme, contre l'hégémonisme universel,
contre la domination blanche. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le texte de Mésilas, on cherche les opinions, on ne le trouve presque pas. Parce que Mésilas, il se veut objectif. Il se veut objectif. Quand je lis ce texte, je me suis dit non, c'est pas vrai. Et c'est ce qui m'est arrivé avec les textes d'Anthony Lespès. Monsieur Mésilas, aujourd'hui, notre sujet, c'est que signifie philosophie en Haïti, le cas du vaudou et de Kitanago en tant que penseur d'Haïti et de notre réalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bonsoir. D'abord, je voudrais remercier l'équipe de Café Philo de m'avoir offert cette occasion pour présenter quelques aspects de mes réflexions sur la réalité haïtienne. Et si Café Philo a pu rendre possible cette présence, cette présentation, c'est grâce à mon cher ami Jimmy Pétiot, que j'ai connu à l'École normale supérieure en 1995. Et depuis lors, nous cheminons ensemble dans le cadre de nos réflexions, de nos recherches, que je remercie infiniment. Et je voudrais aussi remercier toute l'assistance, tout l'auditoire, mes amis Eddie Chérubin, et Renaud Gauvin, Wilson Polémo et tant d'autres qui sont ici encore, et dans le cadre de cette présentation. Et comme le titre l'indique, je vais essayer de vous donner quelques pistes sur lesquelles je travaille depuis quelques années en ce qui concerne l'acte de philosopher dans le contexte haïtien. Et ma présentation comprendra 3 parties. Dans la première partie, je vais exposer les conditions épistémologiques, selon moi, du discours philosophie en contexte haïtien. C'est-à-dire que l'acte de philosopher doit répondre à certaines conditions méthodologiques, épistémologiques, en raison de l'influence de la tradition occidentale de notre manière de penser. Parce que généralement, quand nous commençons à philosopher ou à lire des œuvres de philosophie qui viennent de la tradition occidentale, eh bien, nous les considérons comme des œuvres hégémoniques impériales que nous devons assimiler, utiliser et appliquer dans les pratiques quotidiennes, dans nos réflexions quotidiennes. Or, ce qu'il faudrait faire, c'est surtout de rompre avec l'eurocentrisme, avec l'hégémonie épistémique, l'hégémonie conceptuelle, l'hégémonie culturelle qui caractérise la tradition philosophique occidentale. En deuxième partie, je vais illustrer ce concept de philosophie à partir précisément du vaudou. Et en troisième partie, je vais parler de Kitanago, parce que je pense que le discours philosophique doit s'enraciner dans la réalité. Il doit saisir, il doit penser l'intelligibilité de cette réalité en fonction de sa pesanteur historique, de sa spécificité structurelle. Et qu'est-ce qui justifie précisément l'idée de penser la philosophie selon le contexte haïtien? C'est d'abord le fait que toute philosophie est liée à l'idéologie, à un contexte d'énonciation, à un horizon culturel. C'est-à-dire, il n'y a pas de philosophie universelle, universaliste, impériale. Si une philosophie se veut universelle ou impériale, c'est parce qu'elle est traversée par l'idéologie comme dans la tradition occidentale. Autrement dit, dans ma perspective, toute philosophie est liée à des circonstances précises, à un contexte idéologique, à un contexte culturel. Donc la pensée occidentale est le résultat des réponses qui sont données précisément à ce contexte, à cette tradition. Par exemple, quand nous étudions les auteurs comme Kant, Hegel, Spinoza ou tant d'autres auteurs, bien, les problématiques qu'ils posent, qu'ils soulèvent, répondent précisément à des préoccupations occidentales. Et d'après moi, il y a 4 a priori qui structurent la pensée occidentale. D'abord, c'est l'a priori grec, c'est-à-dire la philosophie grecque, l'a priori romain, c'est-à-dire la pensée politique romaine,
l'a priori chrétien, c'est-à-dire la pensée du futur, toute la subjectivité ou la tradition de la foi, de l'espérance chrétienne, et ensuite c'est l'a priori moderne, c'est-à-dire la réforme protestante, la Renaissance, la philosophie des Lumières, le romantisme et tant d'autres. C'est-à-dire, quel que soit le philosophe européen qu'on lit, eh bien, on va retrouver d'une manière ou d'une autre l'un de ces a priori, c'est-à-dire ces 4 a priori constituent l'horizon de pensée de la tradition occidentale. Et quand nous reproduisons ces a priori, eh bien, nous imposons à notre réalité ces a priori et nous déformons cette réalité elle-même. C'est dans ce sens que, par exemple, la philosophie de l'histoire de Hegel, le marxisme, le libéralisme, le christianisme, la social-démocratie, etc., et toutes les variantes idéologiques de ces tendances-là sont liées à des contextes. Ce sont des réponses contextuelles à des problématiques spécifiques. Et de ce sens que je pose qu'il est nécessaire de construire, de penser une philosophie à partir du contexte haïtien. L'idée est essentiellement de questionner l'hégémonie occidentale. C'est-à-dire, je pense qu'il nous faut un marronnage conceptuel, une sorte de macandalisation de la pensée, parce que Macandal, pour résister à la domination coloniale, ne connaissait pas Voltaire, ne connaissait pas Rousseau, ne connaissait pas Kant, Hegel et tant d'autres. Or, il a fait l'une des choses les plus importantes, il a pu élaborer les rites, il a pu contribuer à l'élaboration du vaudou. C'est-à-dire que, alors que Macandal était pratiquement analphabète, mais il a été philosophe à sa manière parce qu'il a su penser sa réalité en fonction de sa cosmogonie, en fonction de ses croyances, en fonction de sa tradition, en fonction des chants, des danses. C'est dans ce sens-là que la pensée, la tradition coloniale, la tradition cosmogonique coloniale a pu défaire l'histoire hégémonique. Et c'est ce qui a justifié le titre de ce livre, La Caraïbe et la défaite de l'histoire. C'est-à-dire pour montrer comment, à travers les danses, les chansons, les pratiques culturelles, cosmogoniques, eh bien, les esclaves ont pu défaire l'hégémonie culturelle, l'hégémonie chrétienne à l'époque coloniale. Cela veut dire qu'ils n'ont pas utilisé les catégories, les concepts de ces traditions pour penser leur réalité. Au contraire, ils se sont référés à leur chant, à leur tradition. Alors que nous autres, nous ne faisons qu'importer et qu'utiliser ces traditions-là, ces pensées-là pour penser notre réalité, sans rejeter l'importance de cette pensée, mais l'important, à mon avis, c'est de partir de notre réalité, c'est de dialoguer avec d'autres pensées, d'autres traditions. Donc, l'idée d'une philosophie en Haïti devrait produire, selon moi, un concept géopolitique, post-colonial, décolonial, post-occidental, transversal de philosophie. Un concept géopolitique, c'est-à-dire un concept qui tienne compte de la spécificité de notre réalité, c'est-à-dire qui tient compte de la spatialité, de l'exemplarité historique haïtienne, et un concept qui tienne compte de l'évolution historique, dialectique de notre réalité. Un concept postcolonial qui tienne compte de la blessure, de la violence coloniale dont nous avons été victimes. Parce que les Montesquieu, les Voltaire, les Rousseau, les Diderot n'ont pas pensé la blessure coloniale. Et j'ai dit quelque part que la philosophie des Lumières ne projetait pas ses ombres sur les ténèbres de la Caraïbe à l'époque coloniale. Et c'est ce qui a justifié, et ce livre que j'ai écrit en espagnol, qui a pour titre « El trauma colonial entre la memoria y el discurso pensal desde el Caribe ». Dans ce livre, j'ai étudié comment l'esclave réagissait au traumatisme colonial. C'est par la mémoire cosmogonique, c'est par le sacré, c'est par le religieux que l'esclave résistait à la domination coloniale et non par la référence aux concepts, aux catégories qui prévalaient à l'époque où ces esclaves vivaient dans la plantation coloniale. Et le discours, c'est l'expression littéraire, esthétique, picturale de ce traumatisme colonial. J'ai étudié, autrement dit, le traumatisme colonial en 2 moments. Le moment de l'époque coloniale où l'esclave utilisait la mémoire ancestrale et
Ensuite, l'écrivain partait de cette mémoire, mais c'est une mémoire fragile, une mémoire blessée. Donc, c'est-à-dire que j'essaie de montrer comment le traumatisme colonial devrait être notre historicité, notre manière de penser la réalité haïtienne, parce qu'en Haïti, nous n'avons pas de livres sacrés, nous n'avons pas de prophètes, nous n'avons pas de grands-pères spirituels, mais nous avons des nègres marrons, nous avons un passé colonial dans lequel les esclaves ont construit un imaginaire critique, un imaginaire rebelle. Et je pense que c'est à partir de ce traumatisme colonial qu'il faut penser notre historicité de peuple. Or, toute la philosophie moderne, si vous lisez Kant, Hegel, etc., leur philosophie, leur pensée ne tenait pas compte de ce traumatisme, de cette blessure. Autrement dit, l'historicité haïtienne part d'une blessure, d'un abîme ontologique, d'un effondrement, d'une catastrophe ontologique, anthropologique, et il nous faut penser cette catastrophe, ce traumatisme, cette blessure, et à partir de cette catastrophe, il nous faut élaborer des concepts, des catégories dont mon camarade a parlé et qui concernent la cosmogonie de la libération. Donc un concept est post-occidental, c'est-à-dire qui va au-delà de l'imaginaire eurocentrique. Parce que généralement, nous tendons à reproduire les catégories occidentales. Quand on parle d'État-nation, quand on parle d'économie capitaliste, quand on parle de culture de civilisation, eh bien, nous sommes dans l'imaginaire occidental. Par exemple, quand on parle de démocratie, on parle de représentation démocratique, on parle d'élections permanentes, et on parle de changements politiques récurrents. Mais tout cela nous renvoie à un imaginaire eurocentrique, moderne, alors que les esclaves, nos ancêtres, ne savaient rien de cela. Ils savaient mobiliser leur culture, leur tradition. Malheureusement, la rupture de 1804 ne va pas prendre en considération la mémoire cosmogonique, la culture subalterne que les esclaves ont produite dans ce contexte de déshumanisation, de rébellion. C'est de ça que je pense qu'un concept philosophique doit être post-occidental en tirant profit de notre tradition, de notre passé colonial, notre passé traumatique. Donc la philosophie doit être le résultat d'une dialectique entre l'histoire et le processus du présent. Un concept transversal dans la mesure où il est question de dialoguer avec d'autres philosophies, d'autres traditions. Il ne s'agit pas de rejeter d'un revers de la main ce que l'Occident a fait, ce que d'autres pays ont fait, d'autres traditions ont fait, mais il est question d'entrer en dialogue. Or, ce qui caractérise le dialogue, c'est l'absence de centralité, l'absence de totalité. Donc, un concept dialogique de philosophie qui permet de dialoguer, de mettre en dialogue les traditions, les cultures. C'est pareil pour l'enseignement de la littérature. Au niveau du secondaire, nous n'étudions que la littérature française et la littérature haïtienne, alors qu'on devrait étudier d'une part la littérature haïtienne et puis d'autre part la littérature étrangère, dont la littérature francophone. Donc il nous faut décentrer, il nous faut délégitimer l'hégémonie épistémique impériale de la tradition occidentale. C'est dans cette perspective que nous essayons de construire cette idée de philosophie. Donc, dans ce sens, se pose la question de la méthode. Comme il est question de philosophie, or, l'un des aspects fondamentaux de la philosophie, c'est de s'interroger sur les stratégies qu'il faut mettre en œuvre pour penser la réalité. Car penser la réalité, c'est avant tout de la saisir à travers des concepts, des catégories. Or, qu'est-ce qu'un concept? Un concept, c'est une représentation synthétique que l'esprit élabore pour penser, pour saisir la multiplicité de la réalité. Donc, dans le concept, la pensée dialogue avec la réalité. Mais malheureusement, chez nous, quand nous conceptualisons la réalité, eh bien, le concept que nous utilisons part d'un a priori, l'a priori grec, romain, chrétien, moderne. Donc, nous ne partons pas d'un a priori haïtien, d'un a priori historico-structurel qui rend compte de notre originalité, de notre exemplarité historique. C'est de ce sens que je soulève la question de l'épistémologie. Or, l'un des aspects de tout discours philosophique, comme nous le savons, c'est la question épistémologique. Par exemple, au IXe siècle, quand les théologiens, les philosophes, les grammairiens musulmans ont commencé à recevoir la philosophie grecque, l'une des questions qu'ils posaient
concernait notamment la validité, la pertinence de la pensée grecque dans le cadre de l'interprétation de la révélation. C'est-à-dire, les philosophes musulmans se demandent, est-ce que la pensée grecque ne va pas déformer la révélation coranique? Est-ce que cette philosophie, les concepts, les catégories de cette philosophie tirent leur origine de la langue grecque, de la tradition grecque? Et c'est ce qu'a montré un linguiste français qui montre qu'il y a toujours les catégories de pensée sont des catégories de culture. Donc, il y a un rapport entre langue, culture et tradition. Donc, les linguistes pourraient déployer, développer davantage que moi cette réflexion. Mais la problématique des auteurs musulmans, c'est qu'il faut faire attention quand on reçoit la tradition grecque, parce que la tradition grecque part de la langue grecque, part de la culture grecque, donc elle pourrait déformer l'originalité, la pureté de la révélation. De même, on trouve de la modernité, c'est l'un des aspects fondamentaux que l'on prenne Descartes, Kant, Hegel, l'empirisme anglais, le positivisme, le pragmatisme américain. Donc, la question fondamentale est celle-ci. Comment une connaissance sûre est-elle possible? D'ailleurs, c'est l'un des aspects, c'est l'aspect central qu'aborde Habermas dans son ouvrage Connaissance et intérêt, c'est-à-dire comment peut-on connaître la réalité? Donc, cette question épistémologique est d'une grande importance. Or, ce qui est fondamental pour nous, c'est de voir comment élaborer des catégories sui generis pour penser la réalité. Les Africains font face à ce problème en ce qui concerne le rapport entre la philosophie et l'oralité, la philosophie et les traditions culturelles. Or, en Haïti, je pose trois éléments fondamentaux pour philosopher. C'est-à-dire, la réponse à la question est celle-ci. Et la philosophie en Haïti devrait répondre, et les conditions de procéder à la philosophie en Haïti devraient répondre à trois éléments. La critique de l'eurocentrisme. Deuxièmement, le dialogue philosophique, ou ce que j'appelle l'interphilosophie. Troisièmement, penser le traumatisme colonial. Donc, je dis qu'il faut critiquer l'eurocentrisme. D'abord, qu'est-ce que l'eurocentrisme? L'eurocentrisme, c'est avant tout un discours de domination politique et épistémique présent dans les sciences sociales et les humanités de la tradition occidentale. Autrement dit, c'est une structure de pensée que l'Occident élabore et qui est valable pour tout le monde. Autrement dit, on retrouve cet eurocentrisme, cet impérialisme culturel, épistémique, conceptuel dans les sciences sociales, dans les humanités. Par exemple, quand on parle de démocratie, comme je dis, de droits de l'homme, de société civile, etc. Donc, ce sont des concepts que la modernité politique, culturelle occidentale a élaborés pour répondre à ses propres spécifiques, à ses spécificités. Et c'est dans ce sens qu'un historien indien, Dipesh Chakrabarty, dit qu'il faut provincialiser l'Europe, parce que l'Europe a voulu universaliser sa particularité. Donc l'universalité européenne, c'est avant tout l'universalisation de la particularité européenne. C'est une histoire particulière qui s'est érigée en universelle, qui s'est imposée aux autres peuples, aux autres cultures. Autrement dit, ce qui structure l'eurocentrisme, c'est que l'Europe se considère comme le modèle à imiter, le cadre de référence, l'a priori de tout discours. Par exemple, nous aimons citer les auteurs européens alors qu'ils ne nous citent pas. Nous aimons et argumenter, trouver la légitimité ou la légitimation de ce que nous disons dans les auteurs européens, alors qu'eux, ils ne nous citent pas, ils ne prennent pas en considération notre propre réalité. C'est là le danger qu'il faut voir en face, c'est-à-dire que les auteurs européens, c'est-à-dire qu'ils construisent, ils interprètent leur réalité selon les défis auxquels ils font face, mais ils ne tiennent pas compte de nos réalités, ils ne tiennent pas compte de nos défis, de nos besoins, et nous importons ces concepts, ces catégories chez nous afin d'interpréter notre réalité, d'où nous biaisons l'interprétation de la réalité. C'est de ce sens qu'il faut une rupture épistémologique, qu'il faut et bien avant les esclaves ont fait cette rupture là. Par exemple, ils ne se réfèrent pas à ces auteurs là, ils ont utilisé
leur culture, leur tradition. Et c'est ce qui s'est passé dans Kitanago que je vais développer par la suite. Kitanago n'a pas été un mouvement qui importait sa manière de faire de la tradition occidentale, mais on utilisait un symbole spécifique de l'imaginaire collectif haïtien pour montrer la voie à suivre. C'est-à-dire que ce Kitanago nous permet de voir une manière d'être haïtienne, de penser autrement la politique, c'est-à-dire que ce sera une critique radicale de la politique, de l'institutionnalité politique, des normes, des principes de l'organisation politique. C'est une critique radicale de toutes les institutions, du politique, du droit, de la culture, de la morale, tel qu'il existe dans la société. C'est-à-dire, c'est une révolution imaginaire et qui part d'une cosmogonie, d'une tradition haïtienne. C'est le plus grand moment politique du pays parce que Kitanago nous a invités à aller au-delà de l'apparence institutionnelle, de l'apparence du droit, de l'apparence de la politique, de l'apparence de l'économie, de ce qui se fait immédiatement. C'est une rupture radicale là, donc, que je vais par la suite développer. Oui, l'eurocentrisme se fonde sur l'idée de supériorité européenne, c'est-à-dire quand nous citons les Européens, eh bien, nous disons qu'ils sont supérieurs à nous, que nous devons les importer, les imiter parce que nous sommes incapables de penser par nous-mêmes. Et l'Europe, dans ce sens, impose son récit aux autres cultures. Sa particularité s'impose à nous. Donc c'est dans ce sens que j'invite à remettre en question cet eurocentrisme. Et aussi cet auteur, Dipe Chakrabarti, que je viens de citer, parle d'ignorance asymétrique. Il dit, nous connaissons très bien les Européens, les Occidentaux, et ils nous ignorent. C'est pourquoi l'auteur parle d'inégalité d'ignorance. Il parle d'une ignorance asymétrique, parce que nous les connaissons très bien, mais eux, ils nous ignorent. Donc, je pense qu'il nous faut rompre avec cet eurocentrisme. Et en deuxième temps, je pense qu'il nous faut ce dialogue philosophique, c'est-à-dire entrer en dialogue avec d'autres traditions, d'autres cultures. L'idée de dialogue suppose la fin de la centralité européenne, c'est-à-dire la fin de la totalité. Dans le dialogue, il n'y a pas un centre dont provient le mouvement premier. Parce que quand nous partons toujours de ces auteurs-là, eh bien, nous pensons que c'est d'eux que nous tirons nos propositions, nos concepts, nos catégories, nos capacités de penser la réalité. Ce qui rend possible le dialogue, c'est surtout la crise de l'idée de fondement de totalité de l'hégémonie européenne. Le dialogue, selon moi, renvoie à la reconnaissance de l'autre, à l'accueil de l'altérité, sa valorisation, à l'idée de l'échange, de l'ouverture, de la reconnaissance de la pluralité. Le dialogue avec d'autres traditions philosophiques permet l'enrichissement. Il permet aussi la connaissance de soi et une meilleure connaissance de l'autre. C'est dans ce sens que je pense que pour philosopher en Haïti, et dans un ouvrage que je suis en train d'élaborer, je parle d'interphilosopher. On ne peut philosopher en Haïti qu'interphilosopher. C'est-à-dire, l'interphilosopher, c'est le fait non seulement de critiquer l'hégémonie occidentale, mais aussi c'est le fait de dialoguer avec d'autres traditions, mais aussi de partir de nous-mêmes. Donc, je vais parler du troisième mot et du traumatisme colonial. Le traumatisme colonial, pour moi, c'est l'abîme ontologique. C'est le point de départ de notre réalité historique. Par exemple, les musulmans ont l'islam, ont leur tradition. L'émergence de l'islam dans le monde, précisément l'émergence des Arabes, des musulmans, partent de la révélation que Mahomet a eue en 610. Donc, il y a qu'ils ont le livre sacré, ils ont cette tradition. 5 minutes? Ah, je vais avancer. D'accord. Bien sûr. Donc, je dis que le traumatisme colonial, et c'est ce qui permet, c'est cette blessure originaire fondatrice qui nous constitue et dont doit partir précisément notre rapport à la réalité, notre interprétation de la réalité. Donc, je vais partir rapidement du vaudou. Oui, et dans ces deux livres, Civilisation et discours de l'altérité, enquête sur l'Occident, l'islam et le vaudou, ce livre développe une thèse concernant le concept d'altérité. Je montre que ce qui est au cœur du vaudou, c'est l'idée de pluralité, de tolérance, d'accueil de l'autre en raison de la pluralité d'identité, de culture, d'imaginaire. Alors que dans la tradition occidentale et islamique, l'autre est différent. Dans la tradition occidentale, l'autre, c'est le barbare.
Dans la tradition islamique, l'autre, c'est l'infidèle. C'est pourquoi la conquête est fondamentale. Que ce soit la tradition islamique et la tradition occidentale, eh bien, c'est l'impérialisme, c'est la conquête de l'autre en vue de le convertir. Il faut dire que ces deux traditions-là, pas de livre sacré. Alors que dans le vaudou, c'est une religion de la trace, une religion dialectique, une religion dialogique, d'ouverture, c'est l'accueil de l'autre, c'est l'ouverture à l'autre. D'où le concept clé de ce livre, c'est la notion, l'éthique vaudou de l'autre. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle on ne voit jamais un Ougan essayer de convertir les autres. On ne voit pas un Ougan marcher de rue en rue pour convertir les gens. Vous voyez? Donc, c'est parce qu'il y a cette idée plurielle, complexe, hétérogène, qui la constitue et qui le constitue, et c'est pourquoi donc il est l'accueil de l'autre. C'est pourquoi je le compare à la philosophie de Lévinas, que je n'ai pas le temps de développer, à l'idée d'altérité, d'ouverture, et d'accueil, etc. Donc, et dans ce deuxième livre, que signifie philosophie en Haïti, un autre concept du vaudou, eh bien, je développe la crise de l'universalité et de la diversité. Comment la structure interne du vaudou permet de penser précisément la question de l'universalité. Parce que la crise de l'universalité, c'est d'abord la crise de l'hégémonie des traditions européennes. Eh bien, ces traditions tombent en crise. Alors que dans le système vaudou, eh bien, on trouve tous les imaginaires, on trouve beaucoup d'imaginaires, beaucoup de traditions. Donc, il n'y a pas cette conquête, cette vision universaliste, hégémonique, impériale. Donc, c'est ce qui structure précisément cet univers. Et je parle du vaudou, non pas en tant que croyance, non pas en tant que rite, mais en tant que mise en forme de la pluralité. C'est ça, c'est une stratégie de mise en forme de la pluralité, une mise en forme dialogique, ouverte, analogique, dialectique de la pluralité, non pas une mise en forme hégémonique, impériale. Rapidement, je vais passer à Kitanago parce que j'ai eu... Oui, c'est une pensée en évolution. Kitanago, comme je le dis, c'est une critique singulièrement radicale de la démocratie, de la politique en Haïti. Donc, cette critique se constitue par ce que j'appelle l'autoconstruction politique du peuple. C'est très important. Dans Kitanago, c'est le peuple qui se construit politiquement. C'est-à-dire, il n'est pas l'objet de populisme, soit musical, soit religieux, soit vaudou. Parce que dans notre histoire, nous avons connu beaucoup de types de populisme. C'est-à-dire, l'émergence de Kitanago, c'est l'émergence du peuple plein. C'est-à-dire, le peuple qui est à la fois un peuple culturel, au niveau de l'identité, un peuple politique au niveau de l'organisation du politique, un peuple sociologique au niveau de l'oppression. C'est-à-dire, le peuple du Kitanago, c'est une communauté au-delà des fragmentations, des dispersions sociales. C'est une critique de la représentation politique ou de la mal-représentation. C'est-à-dire, Kitanago critique la politique en termes de normes, de principes, d'institutions. Et il remet en question l'institution du politique. C'est la quête d'une société bonne, d'une société juste, bien ordonnée, au-delà précisément de ce qu'on pourrait appeler de l'individualisme. C'est une critique de l'État. C'est un appel à une nouvelle configuration de l'ordre politique basée sur le vivre ensemble. Donc Kitanago, je le compare à la cérémonie du bois caïman parce que l'émergence de Kitanago, c'est le peuple plein. C'est-à-dire, le peuple plein pour moi, c'est un concept qui renvoie au culturel, au politique et au sociologique, et au-delà des dispersions politiques. C'est le plus grand moment de l'émergence populaire en Haïti. C'est le peuple qui s'est construit. Généralement, on dit que le populisme construit le peuple. Le peuple du populisme est un peuple esclave. C'est-à-dire le populisme domine, que ce soit le populisme musical, le populisme religieux, le populisme vaudou, le populisme catholique, le populisme, etc. Alors que le peuple de Kitanago est un peuple plein. C'est-à-dire un peuple qui s'est autoconstruit comme identité culturelle, politique, institutionnelle. Et ce qui est au cœur même de Kitanago, c'est l'imaginaire combitiste, tête ensemble, c'est-à-dire une éthique de la relation que je retrouve dans ce que j'appelle cosmogonie de la libération. Donc, le peuple de Kitanago, c'est pas le peuple de la modernité politique, le peuple du contrat social et qui repose sur l'individualisme, mais c'est le peuple de la communauté, le peuple qui pense et qui exige une société juste, bien ordonnée, et qui exige une société basée sur la coopération, sur le respect, sur la mutualité. C'est-à-dire que la logique même de Kitanago implique une refondation
une reconfiguration de l'ordre normatif, institutionnel et pratique. Parce que la politique a 3 niveaux. Et elle a le niveau des principes, c'est-à-dire le droit constitutionnel. Elle a le niveau des institutions, le Parlement, le judiciaire, etc. Elle a le niveau des pratiques, c'est-à-dire les luttes politiques. C'est-à-dire que donc, Kitanago est une critique de la politique dans sa triple dimension, normes, institutions et pratiques. C'est de ça que je parle du peuple plein. Et cette conceptualisation de Kitanago nous permet de penser précisément une logique du semblable, comme cela a existé à l'époque coloniale, parce que les esclaves, excusez-moi, luttaient ensemble pour faire face à la domination coloniale. Donc Kitanago, c'est la ressurgence de l'imaginaire colonial dans ce contexte de domination politique. Et merci, et comme j'avais seulement 5 minutes. Merci, Claudel. Avant de passer aux questions, nous allons écouter, prendre une pause musicale avec Zeptima, Haïti Zeptima. Après cette fameuse intervention de Claudel Mézilas sur philosophie en Haïti, le cas du vaudou et de Kitanago, eh bien, il l'a évoqué il y a 3 moments dans son discours, mais pour faire court, puisque on va passer aux questions, l'essentiel dans l'intervention de Mézilas, c'est la question de la pensée, pour penser, il faut penser à partir d'un a priori. Et c'est ce qui nous a toujours manqué en Haïti. Et sur la question de laïcianité, sur la question de la constitution de l'être haïtien, comment parler de l'être haïtien? Est-ce qu'il y a un être haïtien? Eh bien, Enoch Franklin a fait un livre, Monde démonisé. Monde démonisé, c'est écrit en créole. Il a parti d'une catégorie qui nous soit propre, le créole. Et aujourd'hui, Claudel Mézilas prend le vaudou pour cadre de pensée, comme le particulier universel, notre particulier universel. Donc, pour penser en Haïti, il faut penser à partir du vaudou, mais cette pensée qui devrait nous valoriser contre l'érocentrisme. Mais cet a priori qu'invoque Mézilas a été aussi invoqué par certains penseurs de la critique littéraire, et tel que Chesterton, il y a une pensée qui m'empêche de penser, c'est cette pensée qu'il faut tuer pour que la pensée naisse. Donc, il y a quand même une tabula rasa, et Mézilas nous invite à penser comme haïtien, en haïtien, et nous ouvrir aux autres, à la pensée des autres. Donc, cet autre que nous représentons pour les autres, eh bien, doit être un autre plein à partir de Kitanago. Donc, Kitanago, c'est un discours de cassure, un discours qui nous situe. Voilà. Maintenant, nous prenons la première question. Nous appelons Emmanuel Stéphane Laurent. Bonsoir. Et je salue bon ami grand-Pierre Charles Fredo, économie supérieure. Et je félicite et M. Claudel et Mézilas pour l'intervention là. Je suis très content à café à son café de haut niveau et de très bonne qualité. Tant qu'on peut le café, finalement, je me dis que le café Philo a fait un travail que l'école pas fait en Haïti. Et je félicite le staff là dans ce sens. Je me dis que bagage pour me dire, mais je vais situer l'intervention dans 2 points. Premier bagage que je dit, et c'est en contribution, c'est que ça que Claudel Mézilas gagne comme discours, et ça que je voulais ajouter même, c'est que lui allait à l'encontre de tout un courant philosophique que moi avait été ni Rav Jean-Baptiste ni Fredo étudié économie supérieure, tout un enseignement de courant philosophique qui gagne économie supérieure. C'est-à-dire le miracle grec. En d'autres termes, la naissance de la philosophie en Grèce. Et pour moi, pour Jean-Philippe Omontoudé, c'est une invention académique. Parce que, genre que 2 auteurs montrent, il y a plusieurs auteurs qui font le tour. Par exemple, ou bien James Omer George, l'héritage volé, monsieur montrait que Grec, en fait, ils ont volé la philosophie à Égyptiens.
que philosophie n'a pas prend naissance en grec, j'ai montré nous à travers tout manuel, mais que philosophie prend naissance en Égypte. Et un deuxième monde qui est extrêmement intéressant, parce que moi, quand Mélissa a parlé de eurocentrisme, et pour dire eurocentrisme versus 100, c'est forcément afrocentricité, c'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, dans la civilisation barbarie, anthropologie sans complaisance, montrer comment philosophie prend naissance en Égypte et que tout savant grec allait étudier en Égypte et on peut développer philosophie en Grèce. Et il y a plusieurs auteurs qui ont été dans le même sens, tels que Théophile Obenga, Moubabe Gebilolo, dans 4 travaux. Deuxième apport, parce que, bref, pour me mettre l'autre monde parler, c'est que, j'aime ça m'envie de dire, Claude Mézela, c'est que, penseurs occidentaux pas fait seulement supporter l'impérialisme. On va être extrêmement important, moi, le pas dit, et là, moi un petit peu arrêté sous soif, moi, c'est que, c'est des gens qui étaient profondément et foncièrement racistes. Par exemple, quand Antenor Firmin montré Jean Kant raciste dans de l'égalité des races humaines, lorsqu'on est en guerre, et Gobineau, bon, il démontait, lorsqu'on est en guerre dans la raison de l'histoire, il fait de l'Afrique anistorique, c'est-à-dire en Afrique qui existait en dehors de l'histoire. Et puis, plein de nègres qui racistes toujours, Voltaire c'est gros raciste, Blumenbach, Georges Cuvier, Bourka, donc tout nègres, c'est pas seulement des nègres qui supporter l'impérialisme, mais c'est des nègres qui sont profondément racistes. Et je suis bien content on dit ça, parce que les nègres, ils n'ont pas pensé pour nous, ils n'ont pas pensé et en fonction de la réalité, nous, Max pas fait, et plein d'autres gens qui ne pas fait, donc il faut que nous ayons propre penseur qui penser en fonction de la réalité, pas non. Merci. Et je dis merci à Mézilas, et je parle ici au nom de certains amis aussi. Je suis le porte-parole de certains amis et je dois aussi te dire que reviens plus souvent au Bercail parce que nous sommes satisfaits donc de cet exposé. Et moi-même, et ma question, c'est sur le concept de macandalisation. Donc, je vois que c'est chez toi, donc il y a ce souci donc d'apporter un concept assez neuf, de penser à partir de ton lieu neuf, de penser et à partir de la culture haïtienne, mais tu fais bien attention parce que la culture l'identité est mouvante, sans démagogie, sans folklorisme, surtout sans fanatisme. Parce que quand même le vaudou, ce n'est pas le volet religieux du vaudou. C'est la démarche, la construction qu'il y a dans le vaudou, le vivre ensemble. Mais je crois que cette macandalisation devait être le mouvement premier. L'axiome de vérité qui est fédérateur, qui est syncrétique, qui devait nous permettre de tout chambarder. Certains diront décolonisation mentale. Je crois que c'est au niveau des disciplines, mais aussi c'est au niveau du l'être haïtien qui est dans un bovarisme. Donc je crois que maintenant, il y a une flamboyance de la culture occidentale. Les jeunes sont très branchés en termes de culture occidentale. Donc il y a les 3 moments donc, que tu as cités dans les 3 moments critiques de l'éocentrisme. Donc, dialogue interphilosophique et la manière de penser le traumatisme colonial. C'est qu'à l'école, je crois que nous n'avons pas assez des âmes pour se défaire de l'engrenage, je dirais, culturel et de cette histoire de la mainmise de l'Occident sur la pensée haïtienne. Donc, je crois que moi-même, la grande question, et je suis inquiet, comment arriver à au XXIe siècle, comment arriver à cette macandalisation donc, que tu as parlé donc, dans l'exposé. C'est la démarche que j'attends. Je salue l'organisateur Café Philo, je salue les gens qui sont tabio qui ont parlé. Et je vais remercier intervenant parce que j'ai quelques problèmes fondamentaux avec elle. Parce que base réflexion liée sur vaudou
Vaudois, c'est plus gros mobilisation qui fait 14 août 1791. Côté indépendantiste, philosophe, réunis dans la nuit, côté dans le nord. Et puis, ils posé problème, base philosophique. Ce n'est pas la religion, c'est philosophie même. Vaudois, c'est histoire, peuple haïtien. Vaudou pas religion, Vaudou pas ken bagay, mon abdi secrétis. Vaudou, c'est histoire, peuple haïtien. Je vais répéter pour nous encore. Vaudou, c'est histoire, peuple haïtien. C'est histoire, ça, 14 août 1991, côté, moun yo mobilisé, yo dit, yo porté plainte by l'Éternel. Yo dit, moun sa yo, c'est touye, ap touye nous là, et nous pas vivre sous domination et pas hégémonie. Hégémonie est plus culturelle, plus fait, et plus culturelle, m'a dit. C'est domination, moun sa yo, pas prêter sous égide encore, y a vivre libre ou bien y a mourir. Et à partir de là, pièce blanc pas posséder terre ça encore. Et c'est ça que Vaudou. C'est dicter ça à nous bay étrangers. C'est philosophie ça. Contrairement à ce qu'on dit ou parler de grec qui est un philosophe, moi j'ai un problème avec bay ça. Gon rhétorique discursive qui fait kay grec yo ou je lis dans livre Platon yo, côté li imagine un personnage qui a posé une question sur ça ou dit, c'est Socrate. Et je cherche de tous côtés me que Socrate a existé sauf dans livre Platon. Platon imagine un personnage et l'a fait le bleu monde. L'autre son parole, il questionne parole là et puis il chercher ça bon la donne pour le prendre, il faut jeter, il faut retirer le maïotique, il tout gens. Mais Vaudois lui-même, son élément complet, dialectique. Là on dit dialectique, c'est philosophie Marx ça même oui. C'est gros philosophe ça oui, Marx. Monsieur bagay ça total li complet, il y a une contradiction là-dedans et il a marché pour le porter liberté. C'est ça que philosophie. Toute bagaille pas philosophie. Ce n'est pas parce que questionne un discours qu'il faut philosophe. Ou philosophe dans la mesure où poser base liberté moun. On groupe moun k'ap volé, k'ap marché envahi pays moun pour prendre sa gain, pour prendre ressources pas dans philosophie. Kounya moun sa yo qui débarqué sur nous en 1492 et pas gen camper la parole, la philosophie a parlé quitter le parler. Pas gen camper la parole, ou ba rétrograde là, ou tourner discours de moun sa yo débarqué sur nous en 1492, yo vinn piller. Nous recevons un moun. Nous recevons un moun samba yo, quel te gwa kanagari ou bien kaona, bon nous recevons un moun yo même yo porter la mort. Nous résister. Haïti c'était résistance. C'était résistance liée et résistance là tout autant nous pas qu'un Bill Clinton a toujours une fait style, c'est Boulos qui a toujours possédé pays c'est Deep, c'est Renault Deep qui a possédé tout pour pays et l'a fait payer gaz des bails comme ça. Si n'a pas les philosophies, ils vont parler philosophie. Ou dit Kitanago c'est plus gros mouvement populaire ou bien populiste qui fait ça sont menti. Ouais Vaudois, sous prendre des marches Vaudou pour parler, faut parler bien, faut parler avec vérité. Vaudois c'est marcher sous 13 papier les 14. Pas de question à poser ou à dire Kitanago c'est Smoy Noisy, c'est Harry Nicolas. Moun yo akapa on ba nan Harry Nicolas, yo pote un ba rétrograde, businessman, commerçant, brasset en coup Smoy Noisy, li pa ka mobilisation populaire la donne. Comme peuple haïtien, li gen tout moun la donne. Li gen bandi a, li gen nek k'ap fait des nan ti sourit là k'ap brasser. Li vini dans programme. Mais qui n'a pas porté rien comme questionnement, comme rupture. Merci, Ama. Je salue l'assistance là, je salue professeur ou bien philosophe Mézilas. Alors, questionnement, moi je viens un peu en retard, mais j'aimerais insister sur un point. C'est le peuple plein. C'est concept ça ou développé. Le peuple plein, c'est un concept, par contre, c'est vous-même qui fait, qui inventé, pour essayer de parler d'un mouvement politique, alors Kitanagua comme un mouvement émancipateur, on m'a dit, quelque part. Je vais aller dans ce sens parce que question dans ces salles de travail, c'est essayer de garder les conséquences du mouvement. Ça veut dire, ce n'est pas seulement une euphorie, ce n'est pas seulement content parce que le mouvement est déployé comme un mouvement émancipateur, mais qui ça le mouvement qu'a dit nous, sur la réalité nous, journée aujourd'hui. Est-ce que Kitanagua comme mouvement émancipateur, il permet une politique réelle, une politique organisationnelle émancipatrice et faite dans la société noire? Est-ce qu'à partir de Kitanagua, nous avons réfléchi de non seulement la réalité nous gagnons aujourd'hui, parce que ce qui compte pour moi, ce n'est pas la question du mouvement du maintenant, mais ce qui vient après. Donc, qui ça qui gagne comme conséquence et qui ça nous apprendre à partir de ça, avec notion peuple plein? Est-ce que nous avons déployé une politique émancipatrice qui permet nous non seulement comprendre la réalité noire, mais qui permet nous agir
agir sur la réalité ça pour nous changer. Est-ce que nous avons fait ça à partir de Kitanago, à partir de nous? Donc, je suis tout à fait d'accord avec les réflexions qui ont été faites par le premier intervenant. Les textes, il est clair que les textes de Hegel, de Kant sont bourrés de racisme. On sait très bien. D'ailleurs, dans ce texte, La Caraïbe et la défaite de l'histoire, j'ai analysé de façon synthétique la philosophie de l'histoire de Hegel, et en montrant que de cette philosophie de l'histoire, ce que nous trouvons, c'est le sujet européen, un sujet impérial, hégémonique, blanc, masculin, dominant. C'est-à-dire l'Afrique est en dehors de l'histoire, l'Amérique est située au niveau de l'avenir, l'Asie est au départ de l'histoire. Donc, dans sa pensée de l'histoire, Hegel place l'Europe au centre du mouvement historique. Et c'est ce que je pense que ça c'est clair. De même aussi, le sujet transcendantal de Kant, c'est-à-dire que le sujet qui construit toute indépendance et la connaissance de façon a priori, est un sujet anthropologique blanc que l'on retrouve dans ces textes d'anthropologie, etc. C'est-à-dire que toute la pensée moderne, cette philosophie moderne, a été construite par cette subjectivité européenne, et ces gens-là n'ont pas questionné l'esclavage. Il en est de même aussi du droit international, c'est-à-dire le droit international qui est maintenant universel, universalisé, a été un droit privé entre les États européens, c'est-à-dire tout l'a priori du système juridique, du système économique, politique que nous avons actuellement résulte de l'émergence ou du déploiement du sujet impérial, hégémonique, européen au cours de la modernité. Maintenant, nous essayons d'assimiler. C'est pourquoi quand on parle d'État en Haïti, le concept d'État, vous voyez ce qu'il y a comme a priori, c'est-à-dire l'idée de constitution, l'idée d'institution, de pratique, tout cela résulte de l'adaptation, de l'adoption des traditions, des coutumes. Or, un auteur comme Hegel est très original. Quand, au début des principes de la philosophie du droit, il montre que le droit doit s'inspirer de la culture. D'ailleurs, le premier auteur qu'a cité Hegel dans ce texte, c'est Montesquieu, qui montre qu'il y a un rapport entre le droit et la culture. C'est-à-dire que le développement politique, social d'une société doit partir de sa tradition, de ce qu'elle est. Or, nous avons vu qu'en 1804, après l'indépendance, nous n'avons pas suivi le cheminement culturel, cosmogonique des esclaves. Ils ont été plus originaux que nous. Donc, le modèle d'État, de société, d'économie, de culture que nous avons imposé, nous avons adopté, nous avons utilisé, ne rend pas compte de la dynamique interne du pays, ne rend pas compte de son originalité. Je pense que c'est là l'intérêt aussi, l'importance des pays arabo-musulmans. Ils ont leur tradition, leur culture, c'est-à-dire, c'est pourquoi il y a ce conflit actuellement entre l'Occident et l'islam, parce que l'islam n'accepte pas de s'occidentaliser, de renoncer à sa tradition culturelle. Par exemple, la modernité européenne suppose la séparation entre la politique et la religion. Or, dans la tradition islamique, il y a cette fusion, cette imbrication entre le religieux et le politique. Donc, pour revenir à la question, je suis d'accord que les textes de ces auteurs-là, de Hegel, Kant, etc., sont bourrés de racisme, et c'est clair. Et c'est pourquoi cette philosophie, il y a un auteur qui parle même de racisme épistémologique, de racisme conceptuel, parce que nous utilisons les concepts, les catégories élaborées dans le contexte européen, dans l'objectif précisément d'imposer la vision hégémonique de l'Europe. Oui, et je pense que Jimmy a bien développé la notion de marchandalisation de la pensée, l'a déployer davantage, ce que j'ai dit. Donc, je pense que nous pouvons parvenir à ce marronnage conceptuel dans la mesure où nous essayons de savoir qui nous sommes, de partir de notre réalité. Parce que l'Européen lui-même, quand il parle de politique, d'économie, de société, d'organisation sociale, a des références culturelles grecques, romaines, chrétiennes et modernes. Et nous autres,
quelles sont nos références? Eh bien, nos références, ce sont les pratiques subalternes, les pratiques culturelles liées dans l'imaginaire combitiste. C'est pourquoi quand je parle de Kitanago, eh bien, j'ai voulu montrer précisément qu'il sécrète une philosophie de la réciprocité, de l'entraide, de la coopération, de l'équité. Donc c'est l'imaginaire combitiste vaudou qui l'anime. Malheureusement, il n'est pas institutionnalisé. Donc c'est une mouvance qui n'est pas encore conceptualisée, qui n'est pas encore institutionnalisée. Il faut des gens pour penser, pour conceptualiser ou pour reconstruire le mouvement de Kitanago. C'est ce que faut, par exemple, je prends un exemple de Hegel. Qu'est-ce que la philosophie du droit de Hegel? C'est la conceptualisation de la Révolution française. C'est-à-dire que toute cette tradition, la pensée kantienne, c'est-à-dire que le mouvement, même, je prends un exemple tout récemment, la philosophie du droit, de la justice de John Rawls, c'est-à-dire que donc, cette pensée philosophique, eh bien, conceptualise, institutionnalise une réalité. Donc ce qui manque, ce n'est pas que Kitanago ne soit en déperdition, mais c'est parce que nous n'avons pas encore des gens pour conceptualiser et pour institutionnaliser. Parce qu'un ordre politique, un ordre juridique, un ordre social est d'abord l'expression d'une culture, d'une tradition. Même la philosophie de l'histoire de l'Occident, par exemple, qui montre que l'histoire, c'est l'évolution, c'est le processus, c'est la sécularisation de la théologie chrétienne. Le concept de démocratisation, le concept de modernisation, eh bien, c'est la sécularisation de cette théologie, de cette philosophie de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un travail de conceptualisation qui se fait à partir d'une réalité. Donc il manque, il faudra faire ce travail en ce qui concerne Kitanago. Donc c'est pourquoi je ne pense pas que ce soit un mouvement perdu, mais sauf qu'il faut penser, il faut le conceptualiser, mais il faut le saisir dans sa mouvance, dans sa dialectique, dans sa complexité, dans son identité, dans son histoire. Oui. Oui, donc je pense que oui, l'identité, l'école est dans un engrenage eurocentrique, c'est-à-dire l'enseignement de la littérature depuis la classe de 3e jusqu'à la rhétorique, c'est un enseignement qui reproduit les images. Mais est-ce qu'en France, on enseigne la littérature haïtienne, par exemple? Prenons un exemple. Est-ce qu'on enseigne ça? On ignore ça. C'est-à-dire que nous reproduisons, quand Voltaire, quand par exemple Corneille, Racine écrivaient leurs théâtres, leurs œuvres, nous étions dans l'espace colonial, nous étions des esclaves. C'est-à-dire que leur théâtre visait à plaire à ceux-là qui cautionnaient la domination coloniale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une critique de l'ordre colonial. C'est-à-dire au contraire, donc, c'est l'esclavage qui a permis à ces écrivains-là, à ces auteurs-là, de produire leurs œuvres parce que nous travaillons dans l'espace colonial. Et donc, on peut voir précisément que cette pensée moderne, cette philosophie occidentale, eh bien, ne tenait pas compte de notre réalité parce que c'est une autre humanité. L'humanité de l'esclave, ou du moins l'inhumanité de l'esclave, n'était pas prise en considération. Donc, je respecte l'opinion du camarade qui dit que Kitanago, c'est rien, le vaudou, c'est l'histoire du passé. Chacun, moi, je fais un travail de conceptualisation et je respecte d'autres conceptualisations, d'autres réflexions. Donc, chacun est libre de penser de la mesure où il argumente, il construit son argumentaire. Oui. Oui, et Kitanago comme mouvance, peut-on réfléchir à partir... Oui, on peut réfléchir. D'ailleurs, c'est le déclic. C'est ce qui permet de penser. Donc, je pense que Kitanago nous invite à penser véritablement l'ordre politique. C'est pourquoi aussi, et je ne l'ai pas dit, je dis que son a priori, c'est-à-dire l'a priori de Kitanago, est l'éthique combitiste qui tire sa légitimité de l'imaginaire vaudou. Cet a priori implique la refondation du social, du politique, mais une refondation qui passe par la récupération de l'imaginaire cosmogonique, de l'imaginaire qui repose sur une philosophie de la réciprocité, de l'entraide, de la coopération, de l'équité. Kitanago porte dans son sein un renouveau, une nouvelle dynamique du politique comme instance de mise en scène, de mise en sens de l'ordre social. Il implique une nouvelle éthique politique, une nouvelle vision du droit,
une critique de l'économie marchande qui ne vise pas, qui vise ce qu'on pourrait appeler le buen vivir. Donc je pense que comme mouvement, le mouvement ne se pense pas à partir de lui-même, c'est à nous de le penser. Merci. On passe à la deuxième série de questions. Nous appelons Exode Jean-Louis, Isaac Noël et Dovilus Gérald, l'un après l'autre. Moi, salue intervenant pour Gogo Kenshin, conférence que vous faites là. Donc, dans l'étalage que vous faites là, vous invitez nous à couper fâché avec philosophie occident. Est-ce que vous pensez philosophes nous qui formés à partir de philosophie occident capable permettre nous gagner une philosophie que nous appelons une philosophie haïtienne? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes capable de considérer Kitanago comme un élément déclencheur qui va permettre que nous gagnions une philosophie que nous appelons encore philosophie haïtienne? Je dis bonsoir à tout le monde, je dis bonsoir à l'intervenant et au modérateur. Et ça me fait plaisir d'entendre parler de la philosophie et de parler d'Haïti et de parler de civilisation ou encore de concepts. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est parce que je vois que vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes en face d'un micro et des caméras et vous parlez en mal de la civilisation occidentale. Et vous pointez du doigt la civilisation occidentale. Et ça me fait grand mal parce que vous-même, vous êtes à moitié, plus qu'à moitié occidental. Et ça m'a dit qui est clair, c'est que cette question de parler en mal de l'Occident ou bien de remettre en question l'Occident, il faut que nous ne pas servir à la caméra, parce que la rediffusion, ça va le faire avec l'Occident en général. Bon, on comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord point de vue, ça, mais c'est juste, m'a dit nous que et les modérateurs ont parlé de Kitanago, moi-même, ça fait un gros mal pour parler de Kitanago qui n'est pas pragmatique. Je ne dis pas, Occident fait TGV, les trains à grande vitesse. Mais qui ça Kitanago maintenant? On n'a jamais été pratique. Et j'aimerais que vous apportiez un élément de réponse à la civilisation occidentale que vous pointez du doigt et que vous remettez en question. Parce que c'est sous l'eau chita là. Tout ça fait, c'est sous l'eau reposé. Merci beaucoup. Et Dovilus Gérald. Et m'a dit tout le monde bonsoir. Que moi tiens à féliciter et conférencier, ok, parce qu'il est bien charpenté, exposé là. Et c'est vraiment que c'est en français, mais quand je parle français, ça me met en transe par rapport à mon passé colonial. Cependant, il a tout dit, il a bien fait, étant artiste peintre et présentateur à la télévision dans une des émissions Ombre et Lumière où l'art s'interroge. Je me suis intéressé réellement, profondément, où je me laisse contaminer, surtout par les bonnes choses. Cependant, une conférence de cette trempe, si quelqu'un devait poser une question ou autre, il doit aller dans la ligne conférencière. Il ne doit pas dépasser. Ce n'est pas de vedette où on a fait. Aujourd'hui, m'a complimenté tout équipe Café Philo. Que m'a souhaité que la conférence, que ce soit fait en créole, l'aller dans l'autre pays, l'aller dans l'autre coin, dans la province. Donc l'autre bagage m'a ajouté avant de venir à la question. Là, on a parlé de Kita et Nago. Kita du sud, Nago du nord. Il faut comprendre ça. Là, on a parlé que nous reposer sous Occident par rapport à notre passé colonial. C'est un fait normal. Seul ça qui était comme héritage, c'est la langue. Tout simplement. Mais nous avons notre culture à nous. Parce que toute évolution d'un pays, tel qu'il soit, se fait à partir de sa propre culture. De même que le Japon, de même que la Chine, malgré les années, il a su garder sa culture. Ma question est la suivante. Il parlait de Macandal. Il faisait un petit parallèle entre Rousseau et Macandal. Macandal qui ne savait pas trop bien lire, qui ne savait même pas lire et écrire. Mais il y avait des Français également à cette époque qui ne savaient même pas lire et écrire. Mais puisque le vaudou en lui-même est un vaudouisant, c'est une culture universelle. Dans le vaudou, on ne fait que retrouver tout et tout. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, vaudou a dit marcher pour 13,
pas piler sous 14. Ce n'est pas ainsi, c'est encore la violence. Le vaudou en lui-même, c'est la sagesse. Je me tais, merci. Oui. Et l'intervenant a posé une question. Peut-on avoir une philosophie haïtienne? Bien sûr, et puisqu'il y a par exemple une philosophie française, et encore plus européenne, africaine. Mais l'important pour une philosophie, c'est de déterminer ses conditions de possibilité, c'est-à-dire la problématique épistémologique et méthodologique. Parce que quand nous commençons à philosopher, à penser, nous avons ce que on pourrait appeler l'occidentalisation inconsciente, c'est-à-dire que nous avons tendance à plaquer sur la réalité les schèmes de pensée occidentaux. Et c'est dans ce sens-là que nous devons faire un travail d'autocritique, de remise en question de ce que nous avons déjà appris. C'est dans ce sens que je parle d'une philosophie critique, d'une philosophie en Haïti qui parle de cette réalité. Et quand nous partons de notre histoire, c'est-à-dire que ce que nous trouvons, ce sont des marrons, c'est-à-dire les héros de l'histoire haïtienne, ce ne sont pas des prophètes, mais ce sont des nègres marrons, c'est-à-dire qui ont su mobiliser leur culture, leur tradition pour résister à la domination coloniale existante. Donc je pense que quand on est passé à 1804, eh bien, il y a une rupture politique avec l'ordre colonial, mais il y a un néocolonialisme culturel qui a encore des conséquences sur notre société. C'est pourquoi, pour penser notre réalité, eh bien, il faut partir d'un a priori culturel, d'un a priori historique, et c'est partir de cet a priori-là qu'il faut le penser. Parce que la philosophie haïtienne devrait problématiser cette question, à savoir l'a priori culturel. Quels sont les concepts, les catégories à élaborer pour pouvoir saisir, pour interpréter, pour transformer notre réalité. De 1904 à nos jours, eh bien, nous sommes en crise parce que nous avons mal interprété la réalité occidentale. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une crise ? Élément d'une théorie critique ». C'est une analyse purement conceptuelle de l'idée de crise. Pourquoi la crise persiste? C'est parce que la crise se manifeste au niveau conjoncturel. C'est le temps de la conjoncture. Mais le temps de la conjoncture renvoie au temps de la structure. Donc, à chaque conjoncture, il y a des manifestations pathologiques de la structure. Parce qu'au niveau structurel, eh bien, il y a une dynamique pathologique. C'est pourquoi la crise, c'est pourquoi nous sommes en crise, nous sommes sous-développés, nous sommes dans cette situation, parce que les conjonctures de crise haïtienne ne font que reproduire des structures pathologiques qui ont été mises en place depuis 1904. Donc pour pouvoir cesser d'être en crise, eh bien, il faut remettre en question les structures pathologiques du politique, de l'économique, du social qui ont été mises en place dans le pays. Oui. Donc, je pense que le camarade a dit que je parle du mal de l'Occident. Donc, ce que j'ai fait, c'est le procès de l'Occident. C'est le procès de l'Occident à travers ces méthodes de domination. Et vous savez très bien, par exemple, quand on parle de démocratie, de l'économie, du capitalisme, et de la culture hégémonique occidentale, eh bien, ce sont des pratiques culturelles que l'Occident arrive à institutionnaliser et à exporter. C'est comme si il n'y avait pas d'autres moyens d'organiser l'État, d'organiser l'économie, d'organiser la politique. Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens de le faire si nous partons de notre imaginaire, de notre culture, de notre tradition. Or, on trouve ça, par exemple, l'éthique combitiste. C'est pourquoi je pense que le combit est une philosophie de l'entraide, de la coopération, de l'équité, du respect de l'autre. C'est une manière de penser la communauté, alors qu'au niveau institutionnel, c'est différent. Donc, l'institutionnalisation du politique, depuis 1804, ne part pas de l'imaginaire, de l'a priori culturel, de l'a priori communautaire, de l'a priori combitiste. Et je pense que c'est là, c'est ce qu'il faut penser. C'est-à-dire penser cet a priori culturel. Parce que l'a priori occidental, il est raciste, il est biaisé, il répond aux conjonctures occidentales. Alors que notre a priori culturel,
nous a aidés, nous a permis, nous a libérés de la domination coloniale. Et malheureusement, on n'a pas pris en considération cet a priori. Oui, c'est clair que Kitanago pourrait être l'objet, pourrait enclencher une réflexion philosophique en profondeur. C'est-à-dire, parce que la question fondamentale de Kitanago, c'est de savoir et c'est de penser une société bien ordonnée, une société juste, une société équitable. C'est ça, c'est pourquoi je parle de critique radicale de la politique, la critique radicale des institutions politiques, la critique radicale des partis politiques. C'est la critique des partis politiques, de tout ce qu'il y a comme institutionnalité politique. Donc, on dit, le mouvement est potentiel, est dans une potentialité qu'il faut actualiser à travers des dynamiques d'institutionnalisation, des dynamiques de construction politique, etc. Parce que quand le mouvement surgit, il n'a pas tous les moyens de s'institutionnaliser. Il revient à la pensée, il revient au discours de donner forme précisément à ce mouvement. C'est-à-dire le mouvement a déjà son essence, et bien qu'il faut actualiser à travers des institutionnalisations. Donc, je crois que c'est ça. Nous disons un grand merci à Claudel Mézilas pour cette belle exposé, de nous avoir fait profiter et de ce procès contre justement l'hégémonie blanche. Et aujourd'hui, nous savons très bien que Haïti a besoin des hommes et des femmes qui puissent justement conceptualiser son réel, essayer d'offrir aux jeunes une orientation. Avoir une pensée qui soit nôtre, ce n'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, Mézilas est là. Il a dit. Merci. En bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais le tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté.